en fait, ce terme de grand projet inutile à imposer, je l'ai toujours trouvé un peu difficile à manier, un peu terne à mon goût, quoique très explicite. Mais finalement, je me suis dit que c'était important de l'intégrer à la liste parce que c'est un terme qui est partagé. Et c'est un terme qui, bien sûr, traduit de manière différente dans toute l'Europe, est vraiment partagé et forme une espèce de groupe d'entités. Alors c'est très fluide, mais pourtant on peut se reconnaître dedans. Et il me semblait que c'était une manière d'unifier les luttes. Donc à la base, ce terme dérive de grands travaux inutiles, encore une fois, terme très explicite, dans les années 90, et on glisse vers les grands projets inutiles à imposer quand on se rend compte que ça ne concerne pas seulement des projets d'aménagement, ou que du moins ces projets d'aménagement ne sont pas homogènes. C'est-à-dire que sous ce terme, on trouve des différences en termes de type de partenariat, public-privé, ou seulement public et seulement privé, mais aussi en termes d'échelle, de surface, de budget, de rapport ville-campagne, et malgré tout, l'homogénéité demeure. Car cette homogénéité, c'est un souffle qui se diffuse au-delà des ZAD et des bocages, à travers les squats, les centres-villes et dans les hauts lieux de savoir, comme cet amphithéâtre de l'EHESS qui n'a pas l'habitude d'accueillir ce genre de soirée. Ce qui est très intéressant dans ces grands projets inutiles à imposer, c'est qu'ils se font souvent au nom du développement durable, quand ce n'est pas au nom de l'intérêt général. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se font toujours au nom de ce satané progrès dont on ne sait pas comment se débarrasser. Les mouvements, eux, voient une homogénéité dans leur lutte. Je m'en réfère à cela, pour cela au petit livre noir des projets inutiles à imposer, et aussi aux quelques médias qui reconnaissent ce terme comme ayant sa place, comme par exemple le journal Reporter, mais malheureusement ces médias sont très minoritaires parce que quand on parle de la ZAD, généralement c'est le terme écoterroriste qui s'impose dans les médias grand public. Donc à travers ces zones à défendre, mais c'est aussi ces autres territoires, car zone à défendre n'est pas le seul terme qui, en fait, au fil de l'Europe, fait exister ces luttes. J'en veux pour preuve la vallée de Suse, qui n'a même pas besoin de se définir comme une zone ou quelque chose, puisque finalement c'est l'occupation du seul territoire, le seul terme vallée de Suse est assez parlant en lui-même. Une homogénéité se crée en Europe. Et à travers les forums européens contre ces grands projets inutiles à imposer. Et en fait, au cours des 6 dernières années, depuis 2010 donc, dans chaque lieu de l'Europe, ils se sont tenus et ont finalement fait circuler à la fois les dignitaires d'un militantisme institutionnalisé et bien installé, mais aussi des gens tout à fait modestes qui en fait partagent, accompagnent et font vivre ces luttes. Le symbole de ces forums est celui d'un éléphant blanc qui est à la fois celui qui écrase, mais à la fois celui qui porte. Puisque j'ai la parole encore peut-être pour une demi-minute, je vais faire un putsch et je vais imposer la lettre K, qui n'était pas habitée jusque-là, K comme kurde. En fait, des camarades ce soir étaient des camarades venus de Turquie, qui sont notamment des gens qui ont été exilés et exclus de leurs universités pour avoir signé une pétition, devaient se joindre à nous pour voir comment se passaient les luttes en France. Et en fait, ils ne sont pas venus parce que ils étaient trop retournés, ce sont leurs termes, par l'arrestation de 10 députés kurdes du parti kurde aujourd'hui en Turquie et la mise en arrêt de tous les autres dignitaires politiques de ce parti. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.